Bonjour, bienvenue dans cet exercice, donc l'exercice numéro 49 sur la décharge d'un condensateur dans un autre. Alors là, on considère deux condensateurs en série avec une résistance de 470 ohms, comme c'est indiqué ici, et un interrupteur ouvert. Alors ce qui est important de comprendre, c'est que le premier condensateur de capacité C1 200 microfarad est initialement chargé, de sorte que, que la charge portée par son armature est positive et Q0 égale 5 millicoulomb. Donc on a la charge initiale du premier condensateur. L'autre condensateur est initialement déchargé et il a une capacité de 300 microfarad. Alors là, l'idée, c'est on a chargé le premier condensateur et on va le décharger dans le deuxième condensateur. Et étudier le comportement donc de ce circuit. Première partie, on cherche à établir l'équation d'évolution de la charge au bord du condensateur de capacité C2. Alors, on note Q1 de T et Q2 de T, la charge à l'armature positive de chaque condensateur, donner la relation entre Q1, Q2 et Q0. On comprend assez vite que la charge, évidemment, elle se conserve. Donc ça veut dire que à tout instant, eh bien, la charge initiale qui vaut Q0, elle est égale à la charge Q1 de T plus Q2 de T. C'est ce qu'on appelle le principe de conservation de la charge électrique. Évidemment, c'est aussi égal à tout instant, c'est-à-dire en 0. C'est-à-dire Q1 de 0 plus Q2 de 0. Même si on sait que Q1 de 0 vaut 0, puisqu'au départ, il est Q1 n'est pas nul, pardon, mais Q2 vaut 0 initialement. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit donner la relation entre U1, U2, R et I. Donc il faut qu'on trouve une relation, finalement, entre ces tensions. Imaginons qu'on ait deux points ici, un point A, un point B ici, et un point C. Par loi d'additivité des tensions, on peut dire que UAC, c'est égal à UAB plus UBA. UAC, c'est cette tension-là, c'est UR. UAB, UAB, c'est cette tension-là, donc c'est moins U2, plus UBA, BC, pardon. C'est un C ici, une petite faute, pardon. Évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Donc UBC, c'est cette tension-là, c'est U1. Or, on nous demande une relation avec R et I. UR, c'est évidemment c'est la tension au bord de la résistance, elle suit la loi d'Ohm, donc c'est RI, qui est donc égal à U1 moins U2, si on l'écrit tout simplement de cette façon-là. Donc voici la loi de Maille qu'on peut écrire. Ensuite, on nous demande de rappeler les relations entre I, Q2 et T, I étant l'intensité partout la même. Donc I, par définition, c'est dQ sur dt. Donc, on a la relation entre I, Q2 et T. Question D. Utilisez la relation caractéristique des condensateurs pour montrer qu'on peut écrire une équation différentielle en Q2. Donc il faut bien avoir en tête que maintenant, la variable, bien évidemment, c'est Q2, puisqu'on nous demande d'avoir une équadif en Q2. Donc on va repartir de l'équation cadrée qui est là, cette équation étoile. On va remplacer déjà I par la dérivée, donc dQ2 sur, donc on remplace R d de Q sur dt, ce qui nous permet déjà de faire apparaître la dérivée première.
On passe tout du même côté, donc plus U2 moins U1 égale à 0. Ça, c'est une première relation qu'on peut écrire. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Peut-être l'écrire une autre couleur. Or, Q2, eh bien, c'est C2 U2. Et puis Q1, c'est C1 U1. Ce sont les relations du condensateur. Hein. Donc on va pouvoir remplacer U1 par finalement ces expressions. On a simplement à isoler. Hein. U1 c'est Q1 sur C1. Et puis pareil, U2 c'est Q2 sur C2. Si je remplace dans l'équation rouge, il me reste R dQ2 sur dt, plus je remplace U2 par l'expression verte, Q2 sur C2, et l'expression orange, Q1 sur C1, et c'est égal à 0. Or, si on regarde l'équation, on voit qu'on a bien Q2, mais il n'y a pas de Q1. Donc, il nous faut encore une troisième relation. Et cette relation, on va la trouver grâce à la première équation qu'on avait là, puisqu'on avait l'équation de continuité, c'est-à-dire Q0, c'est Q1 plus Q2, à tout instant. Donc, Q0, c'est égal à Q1 plus Q2, ce qui me permet de dire que Q1, c'est Q0 moins Q2. Donc, je vais remplacer ce Q1 par Q0 moins Q2. Et il reste donc Q2 sur C2, ça ne bouge pas. Et je remplace Q1 par Q0 moins Q2, le tout sur C1, égale à 0. Il ne me reste plus qu'à ordonner mon équation pour la mettre sous cette forme-là et trouver par identification taux A et taux B. Donc, évidemment, on voit qu'on va tout diviser par R. Si on divise tout par R, ça va se simplifier. Il va y avoir un R ici et un R ici. Et puis ensuite, on va factoriser pour avoir des termes en Q2. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste D de Q2 sur dt. Ensuite, un terme avec Q2, donc plus Q2 facteur 2. Donc j'ai 1 sur RC2 plus 1 sur RC1 qui est égal à Q0, puisque c'est présenté sous cette forme-là, Q0 sur RC1. Je crois que c'est ça. Donc il ne nous reste plus qu'à procéder par identification, éventuellement réduire au même dénominateur. On peut un petit peu s'amuser à réduire au même dénominateur. C'était présenté comme ça. Donc là, ça va nous faire RC1 moins RC2 sur le produit. Il y a un carré. Du coup, on va pouvoir simplifier. Donc comme on peut réduire, on voit qu'on peut simplifier un R. Ce R se simplifie avec le carré. Donc il nous reste D de Q2 sur dt plus Q2 facteur de donc C1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .
Par contre, C1 plus, j'avais fait une petite faute de signe. C1 plus C2 sur C1 C2, le produit, est égal à Q0 sur RC1. Et il ne nous reste plus qu'à identifier taux 1 et taux 2, puisque ça c'est 1 sur taux 1, d'après les notations. Et non, taux A, pardon, taux A. Et puis ici on a 1 sur taux B. Donc le terme ça c'est 1 sur taux B. Donc finalement, en conclusion par identification, on peut dire que il manque un R ici aussi. Je viens de le voir, sinon ça n'a pas la dimension. Donc taux A c'est égal à RC1C2 divisé par C1 plus C2. Et taux B c'est égal à RC1. Là, on a finalement l'équation différentielle telle qu'elle est demandée. On peut donc attaquer la partie 2, où on étudie à présent la solution évidemment de cette équation différentielle et l'évolution du système. Donc on va donner la solution générale, la solution particulière, et puis ensuite on va calculer la charge pour des temps très longs et tracer les courbes. Donc finalement on va résoudre ce système. Donc je vais devoir un petit peu effacer ça. Donc voilà l'énoncé. Donc on peut attaquer la question donc, 2. La question 2A. Donc la solution de l'équation différentielle générale, c'est-à-dire on va s'intéresser, donc on a l'équation différentielle ici, hein. Donc c'est l'équation sans second membre, donc on imagine que ce terme-là est nul, et donc on a une solution du type Q2 de t. Donc ça c'est la solution générale. Donc je vais l'appeler Q2G. C'est une solution du type A exponentielle moins t sur taux A. Donc ça c'est vraiment la solution générale de cette équation différentielle. Ensuite on nous demande de donner la solution particulière. Donc la solution particulière, je vais l'appeler P. C'est la solution qui correspond à chercher une charge constante, c'est-à-dire quand la charge tend vers un temps infini, la charge se stabilise et elle vaut une valeur constante. Si on a une constante, on est bien d'accord que ce terme-là est nul, le terme en dérivée, et on isole ainsi Q2. Il restera donc Q2 égale taux A Q0 sur taux B, et tout ça c'est bien des constantes. Donc ça, c'est la solution particulière. La solution complète étant la somme de la générale plus de la particulière. C'est évidemment ce qu'on va écrire, donc Q2 de t, c'est donc la somme A exponentielle moins t sur taux A, plus la solution particulière, c'est-à-dire taux A Q0 sur taux B. Et voici la solution de cet équatif. Il ne nous reste plus qu'à trouver A. Comment on trouve A? Eh bien, on utilise la condition initiale sur la charge 2. Alors la charge 2, on sait que le condensateur est initialement 2, hein, le condensateur 2, celui-là, il est initialement déchargé. Autrement dit, Q2 de 0 vaut 0. Ce qui va nous permettre d'évaluer la constante A. Donc on remplace A exponentielle de 0 sur taux A plus taux A Q0 sur taux B égale à 0. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait A plus taux A Q0 sur taux B est égal à 0. Autrement dit, grand A est égal à moins
taux A Q0 sur taux B. Conclusion, on a résolu parfaitement l'équation en Q2. On connaît maintenant la solution complète. Elle vaut moins taux A Q0 sur taux B, exponentielle moins T sur taux A, plus taux A Q0 sur taux B. Éventuellement, on peut factoriser par taux A Q0 sur taux B. C'est tout. Donc là, on connaît vraiment la solution complète de l'équation différentielle en Q2. Voilà, voilà. Donc là, on était donc donné une solution calculée. C'est la charge du condensateur pour des temps très longs. Donc pour des temps très longs, il va falloir qu'on fasse tendre vers l'infini. Donc temps très long. T tend vers l'infini. Donc on va faire tendre l'exponentielle vers l'infini. Ce terme-là, évidemment, est nul. Il ne reste plus que, finalement, la partie de la solution particulière, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler Q2 quand t tend vers l'infini. C'est tout simplement taux A Q0 sur taux B. Puisque le terme en exponentielle tend vers 0. Hein. Donc 0 fois taux A Q0 sur taux B, ça fait 0. Il ne reste plus que ce morceau-là. Qu'on peut éventuellement après remplacer en fonction des valeurs numériques hein, de taux A et taux B. Et on trouve Q0 C2 sur C1 plus C2. Évidemment, on peut faire l'application numérique puisqu'on connaît les valeurs de C1, C2 et Q0. En faisant bien attention par contre de bien faire attention à l'unité de Q0 qui est en millicoulombs. Donc on trouve 3 millicoulombs quand on fait l'application numérique. Donc on a bien calculé la charge de chaque condensateur. Alors de chaque condensateur, donc là j'ai calculé simplement Q2, mais la charge se conservant, je peux donc en calculer Q1. Donc Q1, toujours quand le temps tend vers plus l'infini, eh bien c'est Q0 moins Q2 hein, par conservation. Q0 c'était, on a dit, 5 millicoulombs, donc celui-là c'est 3, donc ça fera 2 millicoulombs. Donc là il n'y a pas besoin de refaire toute une étude, hein, on utilise la conservation de la charge, ça va relativement vite. Et ensuite il nous reste à tracer l'allure de ces charges de condensateur. Donc je vais faire cette question ici, un petit peu de place. Donc voici le temps, voici la charge Q. On va tracer d'abord en vert donc Q2. On sait qu'on a une asymptote en 3 ici. D'après la forme de l'équation Q2 hein, qui est ici, on voit qu'on va avoir une partie croissante puisqu'il y a un moins. Donc on va avoir une courbe, une exponentielle croissante qui nous fait ça. Donc ça c'est la charge de Q2 puisque en fait Q1 se décharge dans Q2, donc il est totalement logique que Q2 se charge. A contrario, Q1 va se décharger, donc Q1 il commence en 5, puisque c'est Q0, hein. 5 millicoulombs. On peut préciser l'unité. Le temps est en secondes. Et il va se décharger jusqu'à une valeur de 2, comme on l'a vu.
Donc voilà l'allure de la courbe. Charge le condensateur, donc ça c'est Q1, et en vert c'est Q2. Q1 se décharge, et il se décharge dans quoi? Dans le deuxième condensateur, et donc il est tout à fait logique de constater que Q2 se charge. On voit bien qu'on a effectivement la charge, puisqu'il y a un moins, et une exponentielle avec un moins à l'intérieur, donc c'est bien quelque chose de croissant. Voilà pour cet exercice. Bon courage!